Salut tout le monde, bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web numéro 59, le rendez-vous hebdomadaire de l'actualité connectée avec 3 chroniqueurs et un invité de passage. L'émission d'aujourd'hui sera comme ça, ou alors comme ça, je ne sais pas exactement. On parlera du j'aime pas de Facebook qui a fait beaucoup d'encre cette semaine. Est-ce que c'est vraiment une information ou est-ce que c'est une fois plus de la mousse? On en dira un petit mot. Et puis on parlera de quelque chose qui est plutôt comme ça, je trouve, moi. C'est que les entrepreneurs, eux, lèvent moins d'argent que les entrepreneurs sans eux. Les femmes entrepreneurs lèvent donc moins d'argent en masse et en somme unitaire, on va dire, sur l'ensemble des levées. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Une émission pour laquelle on accueille pour la première fois Loïc Dosseur. Salut Loïc. Bonjour Bertrand. Tu vas bien? Très bien. Tu es le co-directeur général de Paris & Co. On dit Paris & Co ou Paris & Co? Je ne sais jamais trop en fait. Éternelle question. C'est l'éternelle question. Comme il aura envie, ça dépend si on est en France ou à l'étranger peut-être. Quand on veut se la péter un peu, on dit Paris & Co, ça fait plus international parce que pour le coup, c'est vraiment, la tribune a dit ça, le bras armé de la ville de Paris sur l'innovation en fait, numérique notamment. Et vraiment avec une dimension internationale. J'espère qu'on a cette dimension internationale. On va le démontrer encore dans quelques jours, probablement. Ouais. Mais effectivement, c'est une part de nos missions, c'est de promouvoir la place de Paris à l'international. Ouais. C'est de dire que c'est la meilleure place pour innover, pour investir. Donc c'est aller draguer, entre guillemets, dans le bon sens du terme, les investisseurs, les entrepreneurs étrangers, pour leur dire, voilà, on existe, et puis créer et élaborer l'écosystème parisien en le structurant un peu dans différentes thématiques, avec plein d'incubateurs, plein d'accompagnements. Et combien de startups aujourd'hui qui sont là? Sur 2016, je prends ces chiffres-là, on a accompagné 274 startups sur l'année, sur l'ensemble des incubateurs que l'on anime. On n'est pas un acteur structurant de l'écosystème, on est des contributeurs, parce qu'effectivement c'est très dynamique et on est un morceau parmi beaucoup d'autres. Ça fait partie quand même du fait que Paris devient un pôle vraiment ultra fort aujourd'hui. Si je te dis 1040 startups, ça te fait penser évidemment au 16 mars prochain. Le 16 mars prochain, c'est le hacking de l'hôtel de ville de Paris, qui est vraiment un événement qui s'est installé maintenant de façon récurrente. Depuis combien de temps? C'est la 3e édition, donc c'est encore un événement très jeune. Effectivement, 1040, c'était le score de l'année dernière. Et là, je peux te dire qu'effectivement, on a refait les comptes hier soir. On est déjà à un nombre d'inscrits qui est supérieur à celui de l'année dernière, donc je pense qu'on sera 3500. Dans des salons dans lesquels il y a 1200 places, donc ça va être assez sympa. Il y a plein de trucs qui se passent autour de ça, et tout ça sera un peu mis sous l'image de Paris 2024, évidemment, parce que là, tout d'un coup, il y a une espèce d'effervescence qui est en train de naître, même si toutes les startups ne seront pas dans le monde du sport, évidemment. Et justement, l'enjeu du hacking, c'est de dire aux startups, c'est pas le sport. Le sport sera en 2024. Les Jeux Olympiques, quand Paris va gagner en septembre, parce qu'on n'a pas trop le choix, il faut gagner face à Los Angeles, c'est construire des routes, c'est améliorer des stats, c'est le développement durable. Et ça, c'est dès 2017. Donc toutes les startups sont concernées. Et justement, c'est un peu le piège de Paris 2024. On pense trop au sport. Les sportifs, on va les attendre plus loin, c'est dans 7 ans. On va détailler tout ça dans un instant, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire sur Paris & Co. ou Paris & Co. C'est comme vous voulez, dans tous les cas, c'est comme ça. Et puis vous accueillez également sur ce plateau, tiens, on va commencer avec Marion Villan. Salut Marion. Banana Content qui fait en une phrase, je sais que tu fais ça super bien, la présentation. Enfin, je vais changer un peu. Non, on a une solution SaaS d'optimisation de la communication digitale. Et nous, le centre de tout, c'est d'arriver à scorer le contenu et à dire aux entreprises que c'est par le contenu qu'on fera la différence. Ça fait quelques émissions que tu viens de rejoindre et c'est toujours un plaisir. Merci d'être ici. En face de toi, il y a Pauline Pham qui est une petite jeune de l'émission, entre guillemets. C'est ta deuxième participation à cette émission, Pauline. Tu es une des directrices de Starter. Tout à fait. Starter, dont on a les autres directrices qui viennent régulièrement d'ailleurs dans Johanna cette émission. Johanna Kirk et Marion Nougier. Et puis tu es chez Deloitte également, où tu es en charge de tout ce qui concerne l'innovation, notamment sur les fintech. Oui, pour les banquiers et les assureurs. Donc tu recherches en permanence des startups, des tendances, des choses comme ça pour savoir ce qui se passe en fait. Plus que dans la recherche, plus dans l'exécution de la transformation. Mais la recherche en fait partie, bien sûr. Bon, on va avoir un sujet pour toi tout à l'heure. On va parler notamment des entrepreneurs parce qu'il y a une étude KPMG Starter justement. Oui, une étude qui est très intéressante. Très intéressante. La preuve, on en fait un sujet dans cette émission. C'est pour dire que c'est intéressant. Bertrand. Damien Douany, salut Damien. Oh là, ça y est, il a sorti les lunettes, je crains le pire. Bon, tout de suite, pourquoi? J'ai mis le t-shirt avec un petit t-shirt Star Wars. Star Wars. Vous notez quand même le côté très geek branché. Quoi. Il y a quelque chose de très... Tout à fait. Voilà, suédois, je dirais suédois. Tu rigoles, mais je crois que le designer de ces lunettes est suédois, justement. Ça semble bien. Voilà, avec un petit côté, tu vois, chic décontracté, tout ça. Fada, Sochaux, la jeune fille, entre autres. Oui, et puis Wiscope TV, c'est ça. Une chaîne sur Periscope, et puis plein d'autres choses en fait. Et plein d'autres choses, voilà. Et aujourd'hui, 10 mars, une année de plus, donc je prends des poils blancs en plus dans la barbe, voilà. Bon anniversaire, Damien. Merci.
J'ai oublié le gâteau. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mais où est le gâteau? C'est pas grave, il y a tellement de personnes en régie qui vont nous confectionner un gâteau vite fait pendant l'émission. On l'aura bien entendu. à la fin. Pour ou contre le pouce j'aime pas sur Facebook? C'est le premier débat de ce grand débat du web. Vous avez vu cette semaine, c'était partout. Partout. On vous a fait du pouce et de l'anti-pouce Facebook parce qu'il y a un nouvel emoji qui est arrivé discretos, mais vraiment discretos sur Messenger, qui a été repéré par TechCrunch, par un contributeur de TechCrunch qui s'est dit mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a tout d'un coup un signe comme ça qui arrive, regardez, il est là derrière, enfin c'est pas exactement le même. Mais en tout cas, c'est arrivé sous forme d'emoji sur Messenger et Facebook a dit oui, de fait, on va regarder. On va regarder ce qui se passe. Et alors là, emballement général, ça y est, le j'aime pas, le dislike anglais va arriver sur Facebook bientôt. Il est réclamé à corps et à cri par nombre d'utilisateurs depuis un petit moment et il n'est pas là. Est-ce qu'il faut vraiment avoir ce like, Marion, ou ce dislike en l'occurrence? C'est un peu du buzz marketing pour moi, déjà pour le premier point. Et puis, je pense que sur un réseau comme Facebook, ça peut être dangereux sur des générations jeunes, influençables. Et voilà, donc je suis un peu partagée et c'est quelque chose que je regarderai avec intérêt, même si je pense que c'est plus... Parce que le truc de Facebook, c'est de dire on a peur du harcèlement. Oui, tout à fait. Bon. Ok, mais enfin, Non, sur mais- Facebook, il n'y a pas que des bisounours-land en permanence. Enfin, Non, ça c'est se clair, mais fight je quand ne même vois pas mal, quoi. l'omission. Par omission, on n'aime C'est ça le pas. principe, c'est le Voilà, principe de l'omission. Si c'est je suis pas l'omission. d'accord, Je ne suis pas d'accord, j'aime pas. Voilà. Mais là, ouais, bon, voilà. à Parce voir. qu'aujourd'hui, sur Facebook, on a, depuis un an précisément, on a 5 émotions possibles. Hein. Donc l'homme est réduit à 5 émotions, ce qui est déjà pas mal, parce qu'avant, c'était une seule. C'était j'aime. Aujourd'hui, on peut être en colère, triste, étonné, on peut rire, ou on peut adorer, ou aimer. Enfin, c'est comme on veut. Avec le cœur, c'est... D'ailleurs, le cœur, c'est 50% des réactions sur Facebook, qui prouve bien que la technique de Facebook, qui est d'être dans la positive attitude, fonctionne quand même assez globalement. Mais est-ce que le j'aime pas a pas quand même une signification non précise? C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord, j'aime pas cette histoire, j'aime pas ce que tu dis. Est-ce que ça a du sens à Loïc? Non? Rien à dire là-dessus? J'ai fait un petit test avec mes ados hier soir, en fait. Ouais. 15-17 ans. Ouais. Facebook. C'est plus le sujet. Non, mais donc, effectivement, j'aime pas, peut-être. S'en foutent, en fait. S'en foutent, c'est Ouais. Instagram, c'est Ça débat- Snapchat. ça débat plus, c'est en train de dire. C'est, ouais, barbe blanche. Ah, ça va, c'est bon. Et Oh, ça vient les aussi. vieux sont 1,4 milliard quand même, donc il en reste encore quelques-uns. Non, mais j'aime, je diffuse, j'aime pas, je diffuse pas. Ouais, Ils sont ouais. dans un mode de dispersion de l'information, Ouais. de relais parce qu'ils aiment bien tel individu, telle star, tel truc. Ouais. YouTube fonctionne très bien aussi dessus. Mais non, mais YouTube n'est pas une optique conversationnelle. Il voudrait, mais finalement, il y a des commentaires, mais ça reste assez pauvre. Oui, parce Et que en- Google n'est pas social, il faut le rappeler. Je rappelle, Google n'a pas l'âme sociale. Je ne sais pas qui a dit cette phrase dans C'est cette une des émission, grandes mais phrases. Voilà, c'est qui nous fait une des rire. citations clés de cette émission. Quand on commence à s'autociter dans des émissions, c'est qu'on n'est pas loin de ça. Tu parles de l'image. Mais oui, Google le fait, effectivement. Oui, YouTube avec le pouce en l'air ou le pouce rouge ou le pouce vert. Mais ça, on peut dire que ça a du sens parce que on regarde une vidéo et on réagit instantanément, j'aime, j'ai pas aimé. Et éventuellement, on met un commentaire, mais ça reste un peu anecdotique. Alors que la mécanique de base de Facebook, c'est justement la conversation. Donc plus longtemps on va rester, plus pour mettre de la pub, etc. Donc il y a une mécanique effectivement de rester. Et le négatif, c'est donc quelque chose qui ne laisse pas forcément rester. Déjà les contenus en eux-mêmes, si déjà ils sont négatifs, sont durs, etc. On n'a pas forcément. Donc je pense que c'est pas idiot de leur part de pas en rajouter un. Enfin moi je suis pas très acheteur du unlike. Moi, je suis plutôt d'accord, parce que je trouve qu'en plus, on a une diversité, une palette. Moi, le en colère, ça veut dire vraiment je suis en colère et je dis En souvent colère, je suis en c'est de colère. l'information me met en colère ou ce que tu as partagé me met en colère, mais c'est pas la même chose que je n'aime pas. C'est quand même deux choses un peu En différentes. général, quand je suis en colère, j'aime pas trop non plus, mais... Ça c'est vrai, ça englobe, mais ça n'est pas que. Oui, en effet. Mais je pense que c'est parce que j'aime pas ce qui est binaire. En général, c'est qui est anguille sous roche quand c'est binaire. D'accord. Bon, bah, finalement, avec 5 propositions, ça fonctionne pas trop mal. Tiens, puisque tu as la parole, on reste avec toi pour le deuxième sujet. Pourquoi les entrepreneurs, avec un E, lèvent moins d'argent que les entrepreneurs. Une étude donc à Baromètre 2017, Starter, dont tu es une des co-directrices, et KPMG, alors sur l'investissement en France. Et surtout, on a noté que, alors évidemment, il y a moins de femmes dans le web, donc elles lèvent moins d'argent, ce qui est normal globalement. Mais surtout, le ticket moyen des levées de fonds féminines s'établit à 1,8 million d'euros, là où le ticket moyen des levées de start-up est de 3,5 millions d'euros quand il s'agit des hommes. Donc les femmes lèvent moins d'argent que les hommes. Est-ce que c'est Absolument. volontaire ou est-ce qu'on leur prête moins d'argent ou moins de crédit d'une certaine façon? Je dirais un petit peu des deux, malheureusement. Pourquoi déjà elles lèvent moins d'argent? C'était un enseignement très riche de notre dernière étude. C'est parce que des fois, elles ne veulent pas. En fait, elles ont besoin de temps. Elles ne vont pas demander plus. Voilà, parce qu'elles ont besoin de financer. Elles sont très, très mesurées sur ce qu'elles... raisonnable.
Oui, mais raisonnable, elles ont envie de changer le monde aussi. Simplement, l'argent, un sou est un sou. Et elles sont souvent connues d'ailleurs pour leur bonne gestion dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui se réalise comme ça aussi. Alors, la question, c'est est-ce que si elles lèvent 2 fois moins, on leur prend, entre guillemets, 2 fois moins de parts? Est-ce qu'il y a une dilution moindre de leurs entreprises? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, parce que par exemple, il y a beaucoup de startups fondées par des femmes aussi qui bootstrap, qui s'autofinancent pendant très longtemps. Donc je pense que c'est une autre manière d'appréhender le financement. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas parler de leur projet. Parce qu'on voit, vous avez vu dans cette étude aussi, qu'elles sont très, très, très présentes sur les levées de crowdfunding et elles sont capables vraiment de fédérer beaucoup de gens parce qu'une campagne de crowdfunding, c'est autre chose qu'une campagne normale de levée vis-à-vis de VC. Et il faut onboarder beaucoup, beaucoup de gens et elles surperforment dans cet exercice. Donc, elles peuvent parler de leur projet, elles peuvent fédérer des gens, une communauté. Donc, ce n'est pas le souci. Après, on connaît toujours le biais des VC, qui est un univers extrêmement masculin et qui, des fois, n'arrive pas à financer les projets plus portés par des femmes. Il y a aussi le fait, et quand on discute avec nombre de femmes entrepreneurs qui sont à leur première levée de fonds, par exemple, qui racontent ce qu'elles ont vécu chez les VC, elles ont droit quand même à des trucs qui soient un peu 19e siècle, quand même, dans la façon d'aborder les femmes et le boulot. C'est-à-dire qu'on leur parle de leurs enfants, de l'incapacité d'avoir des gamins, éventuellement, ou d'être enceinte par rapport à une boîte. C'est incroyable d'en être encore là chez les VC aujourd'hui, et c'est courant. Hein. Malheureusement, ça ne concerne pas que les VC. Je dis souvent, j'ai découvert mon sexe quand je me suis mise à travailler. J'étais à Sciences Po, moi j'ai 60% de filles et je ne m'étais jamais posé la question de mon genre. Et j'ai découvert ça quand je suis rentrée sur le marché du travail. Dans l'entreprise. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, ce n'est pas une fatalité du tout. Et des fois, il y a des comportements féminins qui sont juste intolérables aussi. C'est pour ça d'ailleurs que Starter se positionne autrement. On montre des femmes qui font des choses. Ce n'est pas un débat sur qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme dans l'univers technologique. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'initiatives aussi pour former les plus petits. Garçons et filles, parce que présenter des femmes qui réussissent, entrepreneuses, montrer ça comme normal aux plus jeunes, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on a aussi des hommes dans notre équipe qui sont très très importants. Marion, sur ce sujet-là, sur le fait que tout d'un coup on découvre qu'on est une femme quand on prend des remarques complètement débiles dans la tête dans une entreprise, tu l'as vécu ça ou pas? Je ne l'ai pas vécu, mais il faut dire que je n'ai pas encore fait de capital risque, donc peut-être que je vais le vivre. Mais dans mon expérience pro... Non, mais même en tant que... Est-ce que tu as été salarié? Parce que toi, tu as monté plusieurs boîtes, en fait. Oui, j'ai monté plusieurs boîtes. Ma première boîte, qui est toujours d'actualité, qui a 6 ans, c'est 100% que des femmes. Je bosse qu'avec des femmes. Donc pour le coup, moi, je fais l'inverse de la parité. Mais je trouve que les femmes sont plus réalistes. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Et je pense que sur ces levées de fonds, en fait, les femmes, elles manquent de culot. Simplement par rapport aux hommes. Pour toi, c'est du culot. Je pense que c'est ça. Elles n'osent pas y aller au flanc en disant il faut 2,5 millions quand elles savent qu'il n'en faut qu'1,2. Exactement. C'est du culot. Et puis c'est aussi de dire, j'ai une boîte qui a tant d'utilisateurs, j'ai tant de chiffre d'affaires, donc j'ai besoin de temps pour arriver à la version que j'ai déjà dans ma tête. Et en fait, il faudrait pouvoir vendre la 100e version, en disant voilà ce que va être Banana V12. Parce que de toute façon, il y a des sommes à partir desquelles les VC pensent que de toute façon, ça ne se négocie pas à moins de 30-35% de la boîte. Ouais. Donc de toute façon, si on demande 5 millions ou on demande 2 millions, on va perdre un tiers de sa boîte. Donc les hommes auraient compris, eux, que tant qu'à perdre des parts de leur boîte, autant essayer de gratter le maximum d'argent. Oui, et puis d'avoir aussi une sécurité qui fait que s'il y a un moindre problème, on est aussi un peu couvert dans le futur sur des difficultés. Oui, puis il faut aussi prendre quelque chose en compte, c'est que moi, par exemple, qui ai monté une boîte de business traditionnelle, quand je prends ma casquette Manaï Business, donc je suis gérante d'une société traditionnelle, et quand je prends ma casquette Banana Content, je suis gérante d'une start-up. C'est 2 mondes complètement différents. Il faudrait vraiment que je change de cerveau et que je me dise, OK, là, je me mets sur le cerveau start-up, donc je suis inatteignable, j'ai des ambitions de ouf, voilà, et c'est ça qui est difficile de jongler pour les femmes. Il y a une phrase, attends, j'essaie de la retrouver. Caroline Ramad de Paris Pionnière qui a dit dans une interview « La tech est un milieu très masculin qui promeut des valeurs et des codes associés à la masculinité, comme la culture du risque et le pitch agressif. » Et ça, c'est pas pour les femmes. Apparemment, ça résume assez fort la pensée de... Moi, je vois mon pitch, qui est bien perçu, mais je suis assez calme. Je vais pas vendre un banana qui n'existe pas ou qui n'existe pas pour l'instant. Ouais. Donc, pour toi, c'est le culot qui serait... Oui. Ouais. Et j'aimerais en avoir plus. Je vais travailler là-dessus. Je vais faire sortir mon côté homme. Qu'est-ce que tu en penses, Loïc, de ce sujet-là? Complètement Marion. Enfin, tu cites Caroline Ramad, on a lancé mardi, là, dans la mer, la 2e édition des Sprinteuses. Parce que sur notre programme d'incubation sur l'innovation dans le sport, le tremplin, première promotion, 100% d'hommes. Dans les partenaires, dans les CEO,
et dans leurs équipes. Il n'y avait pas une femme sur plus d'une centaine de personnes. Donc on a monté avec les pionnières effectivement un programme pour attirer l'attention des femmes sur le fait qu'elles pouvaient aussi innover dans le sport. Et les facteurs, et également ce que disait Pauline, pour toucher les plus jeunes, ce qu'on a monté avec Option Startup, ce qui est d'aller chercher les jeunes en classe de 3e et au lycée, parce qu'il y a un système d'éducation aussi qui, je pense, écarte progressivement les jeunes filles, puis les jeunes femmes et les femmes de cette voie de l'entrepreneuriat. Les décourageant progressivement en jouant sur leur côté. On parle toujours d'une gestion de bon père de famille. Non, c'est bonne mère de famille. Les hommes, effectivement, vont être, j'ai fait pas mal de financement d'entreprises, capables de faire des business plans absolument hallucinants, extraordinaires. Excel fonctionne très bien. C'est pour ça qu'ils demandent beaucoup d'argent. Bah Parce qu'ils savent qu'ils ne rempliront jamais les cases. Ils nous racontent n'importe quoi en nous regardant dans les yeux en nous disant « Mais non, je ne vous mens pas. Je ne sais personne. » Mais une femme ne fait pas de la même façon. Pas toutes. Enfin, il y a attention généralité. Mais c'est quelque chose qu'on observe et effectivement, on continue. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les pionnières et beaucoup d'autres, à essayer de stimuler, attirer l'attention et montrer aussi les réussites. Parce qu'il y a aussi un problème d'exemplarité. C'est qu'on a, effectivement, il y a eu plus de place pour les hommes à un moment. Donc aujourd'hui, on a des hommes exemples dans le système, dans la techosphère. Il y a trop peu de femmes encore. Donc il faut très faire rare monter. d'entendre parler d'une start-up dirigée ou créée par une femme qui a levé 50 millions d'euros. C'est très très rare. Très rare. Et c'est pas normal. Les femmes seraient 28% du milieu du secteur. 28% de la population est féminine dans le numérique. C'est à peu près les chiffres, mais c'est difficile à savoir. Est-ce qu'il faut faire confiance aux femmes investisseurs, justement, aussi, Pauline? Oui, bien sûr, on a besoin de plus. Il y a beaucoup d'ailleurs de VC, de firmes de VC qui viennent nous voir, start-up, pour essayer de convaincre plus de filles de rejoindre les rangs, parce qu'en effet, on a un monde, il y a 50%. Donc, il faut représenter cet état de fait du monde. Et donc, c'est très intéressant. Mais je voulais préciser aussi que ce n'est pas parce que ces femmes lèvent moins qu'elles ne réussissent pas aussi bien, voire mieux. Je ne sais pas si vous avez lu cette étude de First Round, qui est une très très belle firme, qui est allée sur tout son portfolio depuis des années et qui a vu plus de performances sur ces startups fondées par des femmes que par des hommes. À 3 ans, le taux de survie des entreprises est bien meilleur quand il s'agit de femmes qui ont créé l'entreprise. Parce que justement, il y a une notion qui est, je fais gaffe, un homme capable de claquer plus d'argent. Il y a 2 femmes qui viennent de monter des fonds d'investissement. Fleur Pellerin, ancienne secrétaire d'État, qui a monté Corémia Capital, et Stéphanie Hospital. Stéphanie Hospital avec One Ragtime et Jean-Marie Messier aussi, d'ailleurs, pour le coup. Et Marie Leclerc qui avait monté. Marie Leclerc également. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer. Et dans une étude aussi qui a été faite, qui est assez intéressante, on dit que les femmes, quand elles sont en business angel, c'est-à-dire qu'elles participent, en fait, elles aiment bien d'abord complètement adhérer au sujet dont il est question, c'est qu'il faut qu'elles aient une empathie totale pour l'idée, pas juste pour le business, et elles aiment bien monnayer en fait leur part en participation à l'entreprise. En fait, c'est assez différent des hommes qui vont vers un endroit où il y a du pognon à faire quand ils sont business angel, potentiellement, et qui vont accompagner, évidemment, de façon intelligente, mais qui seront moins présents peut-être physiquement. Donc il y a quelque chose qui est assez là-dessus. Allez, on passe au 3e sujet de ce grand débat du web. On parle de Paris & Co. ou Paris & Co. On n'a toujours pas tranché, on ne tranchera jamais sur cette question-là. On disait tout à l'heure qu'en fait, il s'agit vraiment de faire rayonner un petit peu. Est-ce que tu peux nous dresser un peu le portrait déjà des différentes thématiques et des différents lieux qui existent sur l'ensemble de Paris, là, sur Paris & Co. Parce que ça représente beaucoup d'endroits aujourd'hui. Alors, Paris & Co, déjà, je vais reprendre le chapeau global, c'est-à-dire c'est une agence de développement économique et d'innovation, on va faire très court là-dessus. C'est 5 grands métiers. Parce qu'effectivement, il y a l'incubation, qui a été bien identifié, mais il y a également l'expérimentation. Un travail vraiment très concret. L'Urban Lab, c'est permettre à n'importe quel innovateur, quel qu'il soit, de pouvoir tester in vivo, in situ, sa solution, son innovation. Ça peut être sur la voirie, dans une crèche, avec l'aide d'une grande entreprise, etc. L'attractivité internationale, donc faire savoir que Paris, c'est la meilleure place au monde pour innover, pour investir. C'est simple, c'est basique. Et attends, vous avez, quand on tape Paris & Co sur Google, on trouve Paris & Co, leader mondial de l'innovation. Ouais. Ah, vous la pétez carrément. Hein. Bah oui, il faut. Non, mais Il faut. qu'est-ce que vous avez il y a quelques instants sur les femmes et les hommes, c'est vrai. Je l'ai tweeté hier, je co-dirige Paris & Co avec une femme. Mon comité de direction est composé à 70% de femmes et l'équipe à 65% de femmes. Donc les femmes se la pètent aussi. Donc les femmes sont et sans surprise, à la com, c'est une femme. Donc les chiffres, il faut les voir, les femmes. Mais non, on se la pète totalement. Il faut, parce qu'effectivement, les Anglais le font très bien. Ouais. Les Anglais ont réussi durant des années à dire que la Tech City, c'était extraordinaire. C'était juste un bâtiment qui datait des Jeux Olympiques et qui était quand même assez glauque, qui était mal connecté en plus, il n'y avait pas la fibre. Donc non, on a juste un défaut. Et là, les Français, alors ils sont des femmes en plus, c'est terrible. On ne communique que sur ce que l'on a fait. On est infichu de communiquer sur ce que l'on va faire. Donc on le fait savoir, puis en plus on va en raconter un peu plus. Donc on fait ce job, l'open innovation, parce qu'aujourd'hui c'est l'enjeu, c'est pas uniquement une communauté de start-up, c'est comment ces start-up cohabitent et
travaille avec les plus grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Et la communication et l'événementiel, mais ça on va en reparler avec le hacking, donc c'est faire des fêtes, parce qu'effectivement à un moment ou à un autre, l'innovation, faut donc il y a des grands groupes, il y a des startups, il y a tout un univers, les écosystèmes sont connectés à travers des différentes thématiques. Parmi les thématiques, il y a l'immobilier, la culture, le food, le tourisme, la smart city, mobilité, santé, sport tech. C'est vraiment tous les thèmes en fait, et avec des implications assez concrètes qui peuvent se faire dans une ville, par exemple. C'est tout jeu qui concerne la cité parisienne, métropolitaine. Ouais. Donc effectivement, quand on a parlé de la logistique et des mobilités, on parle de ces logistiques et des mobilités intra-urbaines. C'est Paris ou c'est Grand Paris? C'est Grand Paris, parce que d'abord la start-up, elle se localise plus, de moins en moins, donc c'est pas ça la question. Et qu'effectivement, si je prends l'exemple de la logistique, c'est effectivement depuis la province, depuis l'étranger, jusqu'à l'entrée dans les murs de Paris et le dernier mètre. C'est celle-là qui va nous intéresser. Le territoire, il explose. Paris & Co, par son nom, effectivement, on est d'abord une agence qui était parisienne. Aujourd'hui, la plupart de nos programmes, tous ceux que citait Bertrand, sont métropolitains. Ils sont territorialisés même. Donc effectivement, il y a le sport, parce que c'est un enjeu majeur d'éducation, de santé. Juste à côté du Parc des Princes. Là. On est au Stade Jean-Blanc, c'est magnifique. On a un lieu là, il faut venir le voir, c'est un des plus beaux, c'est superbe. Donc c'est effectivement le sport, c'est l'alimentation, c'est la e-santé, le bien-être, c'est la culture, l'édition. Le livre, c'est d'aller rechercher, quand on a fait l'édition, typiquement, c'est jouer les contraires entre une ville qui est très marquée par l'histoire de l'écriture, les savoir-faire dans l'édition, qui sont extraordinaires, et puis cette culture geek, c'est la culture tech, qui est peut-être un peu plus pauvre en contenu, très forte en contenant, et donc comment on associe tout ça pour faire des choses positives. On a lancé très récemment, c'est un sujet moins amusant, mais Necmegeture, un programme dédié à la sécurité durable, donc on est vraiment dans le post-terrorisme, enfin dans le post, j'espère qu'on est dans le post, et comment on mobilise une communauté d'innovation au service des failles dans le système de sûreté. Et il en existe malheureusement. Et donc on travaille avec des grandes entreprises dessus parce qu'elles nous apportent des savoir-faire, des solidités financières. C'est des gens comme l'Aéroport de Paris, comme la SNCF sur ces questions-là. On ne peut pas se passer d'eux. En tout cas, c'est un acteur, Paris & Co, qui rayonne à plein d'endroits différents, qui est essentiel dans l'écosystème, on va dire, du Grand Paris ou de l'Île-de-France. Il y a cet événement du 16 mars, donc la semaine prochaine, le hacking de l'hôtel de ville. Ceux qui n'ont jamais mis les pieds à l'hôtel de ville de Paris, ils ratent un truc, c'est sublime. On a fait visite ensemble, je me souviens, c'est bien marré parce qu'il y a des trucs incroyables, c'est d'une beauté colossale, avec de temps en temps des tableaux qui sont très 19e, quoi. Un peu pompier de temps en temps. Très pompier. Très pompier de temps en temps. Mais la grande salle est sublime et cette grande salle, plus beaucoup d'autres, sont investis vraiment par un monde colossal. Et c'est vraiment le hacking, là, pour le coup, ça rayonne dans tous les sens. Et il y a 3000 rendez-vous en one-to-one qui vont se faire, en fait, de start-up à autres start-up, investisseurs, professionnels. C'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée. C'est un défi que la maire nous a lancé, en fait, peu de temps après son élection. C'est de dire il faut réunir la communauté start-up et qu'elle envahisse l'hôtel de ville. Je pense qu'on a à peu près réussi le pari, puisque les services de la sécurité de l'hôtel de ville nous maudissent copieusement, mais ils nous aident remarquablement bien. Mais effectivement, c'était de jouer les codes, les contraires. Paris, c'est cette ville historique, patrimoniale, et on y amène une communauté de l'innovation qui va, effectivement, de start-up, de grandes entreprises, d'investisseurs, d'élus, parce que la plupart des agents de la maire sont sur le terrain, la maire sera là. On a des ministères qui sont à nos côtés, il y a des agents des ministères qui viennent faire les rencontres avec les startups. Donc c'est effectivement faire beaucoup d'experts, beaucoup de consultants, beaucoup de gens qui vont apporter leurs éclairages dans des rendez-vous en one-to-one, donc rendez-vous d'affaires. Effectivement, on sera sur 2800 rendez-vous a priori. 1040 startups, il y en a combien qui viennent de l'étranger là, sur ce coup-là? Là, je sais que pour l'instant, j'ai 61 pays représentés, parce qu'il fallait trouver les drapeaux. Donc là aussi, on s'est réussi. Donc il y a les 61 drapeaux, il y aura une levée de drapeaux qui est assez impressionnante. On en avait 50 l'année dernière. Donc ce sera à peu près, je pense, 200. Alors le rapport avec Paris 2024, c'est juste pour accrocher les wagons sur le fait que maintenant Paris est globalement mobilisé sur ce concours-là? C'est envoyer le signal que Paris 2024, ce n'est pas le sport. Enfin, c'est dire à la communauté startup, moi ce qui me désole, c'est qu'effectivement, à part sur le tremplin, sur le sport, où on parle Paris 2024, dans les autres incubateurs, on ne parle pas de 2024. Donc les startups qui sont sur les enjeux du développement durable, qui sont sur les enjeux de l'alimentation, n'ont pas compris qu'il y a un des plus grands événements planétaires qui pouvait arriver à Paris dans 7 ans, mais qu'il allait falloir 7 ans pour le préparer. Et donc, les marchés publics, les marchés privés, tout ce qui va se mettre en mouvement à compter du moment où Paris aura gagné, parce que je reste... Voilà. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut gagner. Je vais faire l'homme là-dedans, et puis il faut y aller. On va gagner, donc c'est de donner tout de suite aux entrepreneuses et aux entrepreneurs, d'ailleurs, est-ce qu'on dit entrepreneuse ou entrepreneur? Je ne sais pas, mais ça, c'est comme... Normalement, on dit heureux, mais en fait, chacun fait ce qu'il veut, globalement. Mais les femmes qui entreprennent. Voilà. C'est de donner les codes, de faire comprendre, sensibiliser, attirer l'attention
auprès d'entreprises. Et ça a été un petit peu le dérapage au début du hacking, quand on a lancé la communication. C'est que moi, j'ai pas mal de patrons de boîtes, d'autres patrons de boîtes qui m'ont dit « mais ça ne me concerne pas, ça parle du sport ». Non, ça parlera précisément. Il y aura des sportifs, j'espère qu'on aura pas mal de grands sportifs, il y aura des choses assez amusantes. C'est aussi beaucoup de démonstrations, donc c'est mettre en valeur l'innovation, montrer ce qui se fait. Je vous invite vraiment à venir, ça va être assez spectaculaire. Hacking de l'hôtel de ville, vous trouvez le site hyper facilement. Il y aura vraiment des drones dans la mairie? Oui. Alors ça, Et chapeau. je Hein. peux dire Là, maintenant qu'il y en une aura question aussi. autorisation, je pense que ça a dû être l'enfer. C'est un enfer total, et également sur le parvis, puisqu'il y aura une Les volière. drones dans la mairie de Paris qui vont Il y aura en circuler. fait 2 volières géantes, une sur le parvis qu'on pourra piloter depuis l'intérieur des salons Ouais. et une dans les salons. Super. Tu pourras même aussi, il y aura un simulateur de vol. Allez, on termine par un petit plus 1. Damien avait un petit plus 1 à nous donner très rapidement en 30 secondes. Oui, une application qui s'appelle Tribe, j'aime beaucoup. Oh, oui, De- c'est pas nouveau ça. Oui, mais la nouvelle version vient de sortir. Ah oui, et ils ont d'accord. fait un pivot qui est assez intéressant et qui m'intéresse particulièrement, qui va, désormais, c'est du pur live. Donc, autrement dit, avant, on était sur de la communication asynchrone de TikTok-Walkie vidéo. Maintenant, on est sur du pur live. Autrement dit, le but du jeu, c'est de faire des communautés de gens qui veulent se parler instantanément et toujours avec la facilité d'utilisation qui est, mais c'est hyper simple Ouais, par c'est rapport à vrai, d'autres solutions c'est un existantes. bouton. C'est vraiment. C'est pas révolutionnaire dans son usage, mais dans la manière dont c'est mis en scène, la manière dont c'est fait, Mm. je trouve que c'est simple, efficace, ça fait bien le job. Mm. Et voilà, j'avais envie de donner ce petit coup de chapeau Bon, à mon copain Cyril, parce que je trouve que il se débrouille bien, justement. Il est parti aux US pour monter ce truc-là, Ouais. et il se débrouille plutôt bien. Il a une belle équipe autour de lui. Absolument, tu as eu raison de le faire, Tribe, c'est une belle boîte. Et on espère qu'ils vont vraiment décoller au niveau international. C'était le grand débat du web, numéro 59. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à vous 4 d'y avoir participé. Et n'oubliez pas de partager avec le hashtag LGDW. Salut à tous.